Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mémoire d'un vieux geek. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale parce qu'on va parler de pas mal de petites choses différentes, enfin, qui sont quand même liées. Voilà, j'ai voulu faire un petit tri récemment dans ma collection de jeux vidéo, de consoles, tout ça. Je me suis dit que j'allais virer un petit peu de mes doubles, les revendre et puis voilà, pour pouvoir en acheter d'autres, pourquoi pas, on va voir. Sauf que du coup je suis retombé sur des trucs, je me souvenais même plus que je les avais, puisque donc du coup pour ceux qui me connaissent personnellement, ils savent que ça fait 8 ans que je suis dans une maison qui est en travaux et que donc du coup quasiment tout est dans les cartons. Et donc du coup au bout d'un moment j'accumule et je me suis pas rendu compte que j'avais pas mal de choses en double, et même des choses que j'avais complètement oubliées. Je sais, c'est pas très sérieux, mais c'est comme ça. Donc voilà, j'ai décidé de vendre une partie de ma collection et à cette occasion, je me suis dit que vu que je retombais sur certaines petites perles, bah, j'allais vous les présenter avant qu'elles s'en aillent, avant que d'autres en fassent l'acquisition. Et on va donc retomber un petit peu dans l'âge d'or des consoles de deuxième génération. La console, enfin si on peut parler de console, hein, parce qu'à cette époque-là, il y a quand même pas mal de choses qui sont à mi-chemin entre les consoles et les micro-ordinateurs. Hein. On a pas mal de consoles par exemple qui sont dotées d'un clavier, chose qui n'existe plus aujourd'hui. Alors on sait que par exemple la Dreamcast, il y a eu certains packs qui ont été vendus avec un clavier, mais on va dire que c'est vraiment du bonus. À l'époque, ça fait vraiment partie intégrante de pas mal de consoles de l'époque. Alors la première, malgré tout, qui a vraiment marqué cette génération, alors déjà parce que c'est l'une des plus anciennes de cette génération et aussi certainement la plus vendue et la plus connue de toutes, c'est celle-ci. L'Atari 2600. Alors moi c'est pas forcément une console que j'ai beaucoup joué. Pour une raison très simple, c'est que je ne l'avais pas à l'époque, hein, étant gamin. Moi je suis né en 1983, cette console est sortie en 1977, alors elle a été commercialisée pendant quelques années, hein, bien sûr, et puis même fin des années 80, on en trouvait encore un peu partout, il y avait pas mal de gens qui l'avaient encore. Mais du coup c'est vrai qu'elle m'a pas forcément marqué sur le moment, hein, c'est plus tard que j'y suis revenu. Moi ce qui m'a marqué un petit peu, c'est quelques années après. Alors quelques années après, notamment avec le CPC 464. Alors là, je vous montre que le clavier, enfin clavier lecteur cassette. Il y a les écrans, hein, bien sûr. Ça pèse un âne mort. Voilà, donc ça dépendait des types d'écrans. Il y en avait qui étaient plus grands que d'autres, ça dépendait où on les achetait. Donc le CPC 464, là déjà c'est 1984, la commercialisation chez nous en France. Et il a une particularité, hein, ce CPC 464, comme vous avez pu le voir vite fait quand je vous ai montré ça, c'est le lecteur de cassette. En effet, on n'est pas comme chez Nintendo ou chez Sega avec des cartouches. On est encore sur des cassettes. Et comment dire, pour jouer, il ne faut pas être pressé. Alors moi, je me souviens, la première fois que j'ai joué au CPC 464, c'était chez l'un de mes amis, Vincent, qui est toujours un ami. Voilà, donc copain d'école primaire, et puis il m'invite chez lui, comme ça se fait beaucoup. Il dit « Ah, on va jouer à l'ordinateur ». Ok, donc ordinateur, console à l'époque, hein, comme je disais, il n'y a vraiment pas trop de distinction. Et bah faut pas être pressé, comme je dis. Alors il avait un super jeu qui était Airwolf, donc chez nous en français Supercopter. Vraiment un très bon jeu, très difficile pour l'époque. Tous les jeux de l'époque étaient d'ailleurs très difficiles, c'était très rare de trouver un jeu que tu finissais comme ça. Alors ils n'étaient pas forcément très longs, hein, parce que bah, du coup tu galérais tellement à chaque niveau que comme il fallait les refaire, leur durée de vie était longue, si on peut dire. Mais en fait c'était parce qu'on mourait, puis on recommençait, on mourait, on recommençait. Alors le problème dans Supercopter, et dans beaucoup de jeux de cette époque-là du coup, c'est qu'à chaque fois qu'on mourait, il fallait recharger le jeu. C'est-à-dire retourner la cassette, la rembobiner jusqu'au début, et comment dire, pour les plus anciens d'entre vous, vous avez connu les Walkman cassettes, hein, comme moi, et on va dire, rembobiner une cassette, ça prenait 1 minute. Ben, pas sur l'Amstrad 464, non, ça mettait entre une demi-heure et 3 quarts d'heure. Ce qui veut dire que, moi je me souviens de cet après-midi, donc chez Vincent, on va pour jouer, et pas de bol, il n'avait pas pensé à rembobiner la cassette avant. Ce qui fait que, bah, du coup, on rembobine la cassette, mais là, je le vois faire. Moi, j'avais déjà la Nintendo chez moi. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, bah, si on veut jouer, il va falloir rembobiner la cassette.
Ok, pourquoi pas. Bon, allez, viens, on va jouer dehors. Attends, on va jouer ou pas? Ah si, on va jouer. Mais pas tout de suite. Voilà, donc ça, c'est des petites anecdotes qui, moi, voilà, 30 ans après, me font toujours marrer parce que c'est des très très bons souvenirs finalement. Voilà, on a été jouer dehors pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, on est rentré, on a dû jouer 5 minutes, le temps de perdre, puis il a fallu rembobiner, puis on est retourné jouer dehors. Voilà. Et globalement, en fait, ça a été ça toute l'après-midi, on a dû jouer à tout casser 20 minutes sur l'Amstrad, et tout le reste du temps, on a joué dehors à faire les cons. Parce que, ben, en fait, on passait tellement de temps à rembobiner les cassettes que c'était infernal, vraiment infernal. Mais pourtant, ben, ça reste de très bons souvenirs. Alors, on parle de temps de chargement, là, c'est vrai que c'est colossal quand on parle d'une demi-heure, trois quarts d'heure. Alors, c'était pas forcément le cas à chaque fois, puisqu'on n'allait pas forcément jusqu'au bout de la cassette, donc on n'avait pas forcément besoin de la rembobiner en entier. Mais bon, quand on regarde bien, il y a certains jeux de PlayStation, de la première génération de PlayStation, où il y a des temps de chargement qui étaient énormes, où il fallait 2-3 minutes. Et même encore sur des consoles nouvelle génération, alors il y a d'autres raisons, c'est voilà, le téléchargement de certaines DLC ou des choses comme ça, mais qui parfois durent plusieurs heures, et ça ne choque plus personne. Donc finalement, c'est vrai qu'on a tendance à se moquer un petit peu de ces vieilles consoles, de ces vieilles machines, pour prendre un terme plus générique, mais en fait, c'est pas forcément si grave que ça. Alors le CPC 464 a évolué en CPC 6128. Alors je vais pas vous expliquer pour les numéros pourquoi avoir choisi ces numéros-là, donc peu importe. Donc là encore, doté d'un clavier, mais cette fois-ci d'un lecteur de disquette. Alors, là c'est encore une grosse connerie. En soi, le lecteur disquette, oui c'est très bien, sauf que les disquettes pour ce modèle-là, c'est des disquettes 3 pouces, pas 3 pouces et demi, pas 5 pouces un quart, les deux gros standards de l'époque. Non, 3 pouces, qui sont très chers et très difficiles à trouver. Alors bien sûr, on peut acheter les jeux déjà tout faits, hein, évidemment, hein, on les achète avec leur boîte et tout ça, et auquel cas on a la disquette avec. Mais à l'époque, on pouvait aussi pas mal copier, ce qui se faisait énormément. Et pour trouver ces disquettes-là, c'était une grosse galère, et surtout, elles coûtaient très très cher. Alors par contre, on y gagne énormément en temps de chargement, vraiment beaucoup, hein, bien sûr, par rapport aux cassettes, puisqu'il n'y a plus besoin de rembobiner, enfin donc c'est quand même assez colossal. Et là, il y a un jeu qui m'a vraiment interpellé à cette époque-là. Donc là, celui-ci, je l'ai eu plus tardivement, je l'ai eu dans les années 90, alors qu'en fait, il est sorti beaucoup plus tôt, hein, dans la foulée du 464, donc je vous ai dit, le 464 est sorti en 1984, le 6128 est sorti en 1985, c'est vraiment une évolution directe. Mais moi, je l'ai eu beaucoup plus tard, dans les années 90, il valait plus rien, on les trouvait, alors pas sur les vide-greniers à l'époque, hein, c'était vraiment sur les journaux de petites annonces, tout ça, il y en avait pour que dalle, pour 100 francs, 200 francs à l'époque, ce serait 30 € aujourd'hui, vraiment au maxi. Et même encore aujourd'hui, hein, comme c'est des machines assez communes, elles n'ont pas vraiment de valeur. C'est vraiment pour les collectionneurs, pour ceux qui auraient tout ça, tout en boîte ou tout ça. Mais sinon, là, comme moi, qui les ai en loose, c'est du 20-30 €, pas plus. Voilà, c'est vraiment des machines très communes. Bref, peu importe. Là, ce qui va nous intéresser, donc voilà, c'est le jeu qui m'a marqué à l'époque, c'est Prince of Persia. Alors bien sûr, Prince of Persia, vous connaissez tous, grâce aux adaptations récentes. Pour moi, Prince of Persia, c'est pas ces adaptations-là, puisque comme j'ai connu leur ancêtre, d'ailleurs j'ai même été très déçu finalement par tous les nouveaux, donc les Sables du Temps, ainsi de suite, peu importe, même l'adaptation cinéma, pourquoi pas, hein, c'est pas mauvais en soi. Mais pour moi, c'est pas ça, Prince of Persia. Prince of Persia, c'est une putain de difficulté horrible. C'est un jeu, mais qui est vraiment injouable. Alors, il y a des passages qui sont assez faciles, histoire de te faire croire que tu peux gagner. Mais non, en fait, tu crèves tout le temps. En fait, tu passes ton temps à crever et à redémarrer, à crever et à redémarrer. Il est vraiment extrêmement difficile. Mais putain, qu'est-ce qu'il était bon ce jeu, quoi, vraiment. Moi, je l'ai galéré, j'ai jamais réussi à le finir. Puis aujourd'hui, c'est vrai que du coup, je pense que je m'y remettrai pas. J'ai plus forcément les réflexes que j'avais à l'époque d'ailleurs. Ouais, je sais, ça fait vieux hein, comme réflexion, mais malheureusement, c'est vrai. Et puis voilà, j'ai pas forcément le temps de m'y remettre, mais c'est vrai que j'aimerais bien. Je pense que un jour, si vraiment j'ai 3 mois à perdre, hein, vu le nombre de fois où je sais que je vais perdre, justement, il faut prévoir 3 mois. Hein, j'essaierai peut-être de me le refaire un de ces quatre. Mais voilà, c'était un jeu qui était vraiment très très bon, très difficile, comme tous les jeux de l'époque. On en a parlé tout à l'heure avec Supercopter, mais vraiment très très bon. Dans ma collection, donc dans les doubles que j'ai à vendre, j'ai pas mal de choses. Alors de différentes époques, hein,
tout de deuxième génération. Alors on va commencer par quelque chose qui n'est pas considéré comme une console, et bien sûr ce n'en est pas une, c'est un micro-ordinateur, hein, enfin, bon, bref, je sais pas trop comment ils appelaient ça à l'époque. J'ai trouvé ça une fois, un jour, sur un vide-grenier, et je me suis dit, tiens, ça c'est cool pour la collection. Et finalement, je m'en suis jamais servi, évidemment. Auric 1. Alors voilà, Auric 1, ça date de 1982. En 1982. Donc là, on programmait soi-même, hein, puisqu'on n'a que le clavier, évidemment. On n'a pas de lecteur disquette, on n'a pas de lecteur cassette, on n'a pas tout ça, donc vous imaginez bien qu'on ne peut pas acheter les jeux directement tout fait. Auric 1, c'est principalement pour apprendre le langage basique. Et en basique, du coup, on peut programmer des jeux. Donc je vous en ai d'ailleurs déjà parlé dans une autre vidéo, hein, mes débuts de programmeur, je crois que ça devait s'appeler comme ça. Donc voilà, moi j'ai commencé en basique, en GW basique, mais voilà, même déjà sur le Auric 1, on pouvait déjà commencer à coder et on pouvait vraiment faire des trucs très très sympas. Alors moi j'ai plusieurs bouquins comme ça, où il y a des programmes types, après où il y a aussi des programmes, enfin pas des programmes, mais des fonctions qui sont expliquées pour que justement on crée nous-mêmes nos programmes. Alors voilà, on passe vite fait sur le Auric 1 parce que c'est pas forcément le plus intéressant pour nous. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui traîne ici? Radiola VG5000. Alors c'est un peu le même principe. Là encore, un clavier, AZERTY, hein, celui-ci, donc européen. Radiola VG5000, hop, je sais pas, ça brille un petit peu. Ouais, si, c'est bon. Radiola VG5000, c'est sorti en 1984. Et clairement, je ne m'en suis jamais servi. Voilà, c'est vraiment pour la collection, hein, je l'ai eu très tardivement, hein, là il y a quelques années seulement. Donc du coup, c'est vrai que pour moi, voilà, c'est des choses qui finalement font partie de ma collection et en fait ne me servent jamais. C'est l'une des raisons d'ailleurs qui fait que je vends une partie de ma collection. Alors je vends pas tout, hein, bien sûr, pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai donc actuellement, sans compter les doubles, 48 consoles différentes et plus de 800 jeux. Mais finalement, je me suis rendu compte que collectionner pour collectionner n'avait pas forcément grand intérêt. Bon, ça semble quelque chose d'évident pour beaucoup de gens. Pas pour des gens comme moi qui aiment posséder ces objets, ces reliques. Mais je me rends compte que finalement, si ça ne sert pas pour moi, autant que ça serve à d'autres, tout simplement. Alors, on va encore avancer un petit peu dans le temps. J'ai retrouvé, voilà, ceci. Alors là, il y a du câblage, hein, parce que bien sûr, à l'époque, on avait bien les câbles, mais surtout, c'est que sur celui-ci, donc Philips C52, alias Videopack, alias pas mal de noms. Je vais pas tous vous les citer parce que du coup, il y en a beaucoup. Donc, c'est un clone. Cette console, c'est un clone de l'Odyssey 2. Je ne sais pas si ça vous parle un petit peu. Donc on a ici un clavier QWERTY. Alors, je ne sais pas s'il est bien visible pour vous. Voilà, un clavier QWERTY. Sorti en 1980, donc comme je vous dis, c'est un clone de l'Odyssey 2. Et il a plusieurs noms. Alors celui-ci, voilà, fabriqué en France. Il est marqué fabriqué en France, hein, C52. Et comme vous pouvez le voir, les câbles sont directement branchés, ce qui fait que vos joysticks sont directement tous ensemble. C'est très pratique, ça évite de les perdre bien sûr, mais par contre c'est un peu la merde quand on veut présenter une vidéo et qu'on a plein de câbles dedans. Voilà, bon, c'est pas très grave en soi. Il y a quelques très bons jeux, mais pas forcément pour moi aussi bon que l'Atari 2600 ou que l'Amstrad. Alors, pourquoi? Parce que déjà il y en a vachement moins, je trouve. Je crois qu'il doit y en avoir 49 de mémoire, hein, je vais peut-être vous dire des conneries, mais je crois qu'il n'y en a que 49 sur le Videopack de base. Alors je dis Videopack vraiment pour simplifier, parce que cette console a plein de noms en fonction des endroits où elle est sortie dans le monde, elle a tout le temps un nom différent. Et en fait elle a même été sortie un petit peu comme si ça devait devenir un standard. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais il y en a vraiment plein de versions différentes qui sont en fait finalement les mêmes. Il y a plein de constructeurs qui ont fabriqué des jeux pour cette console qui sont finalement valables sur les Videopack Plus, que je vais vous présenter juste après. Donc voilà, il y a les Jopack, il y a les Videopack Plus, il y en a plusieurs, et en fait qui sont compatibles les unes avec les autres. Alors pas toutes, justement, c'est ça aussi qui est un petit peu la merde à cette époque-là, c'est que voilà, il y a des jeux qui sont sortis sur Videopack Plus, qu'on pouvait jouer sur Videopack, pareil dans l'autre sens, mais pas tous. Ce qui fait que du coup, quand on achetait un jeu, des fois on se retrouvait comme un con, parce que on pouvait pas y jouer, parce qu'on n'avait pas le bon support. Je trouve ça absolument débile, mais vraiment débile. Bon, après, c'est une question de goût. Hein. Donc, l'évolution du C52, hein, prendre le nom européen, c'est le Videopack Plus. Alors là, celui-ci, c'est l'une des nombreuses versions. Celui-ci, c'est le G7401. Il y a le G7400. Il y en a d'autres. Hein, voilà. Alors
vrai, j'ai l'impression qu'il me manque une pièce, tiens, j'avais pas fait gaffe à ça. Bon, peu importe. Encore une fois, un clavier QWERTY, donc voilà, même si ça sortait en France et que c'était fabriqué en France, on continue de fabriquer des claviers à l'américaine, hein. Le clavier QWERTY, c'est pas européen, c'est vraiment américain. Je pense que ça aussi en soi, c'est un manque de respect aussi du public, hein, ou alors peut-être une volonté de le convertir aux normes américaines. Mais je veux dire, on sait qu'en Europe, à cette époque-là, c'est déjà les claviers AZERTY, bah, pourquoi continuer de sortir des claviers QWERTY? C'est soit parce qu'on veut convertir, soit parce qu'on se fout complètement du public, et que de toute façon, il faudra qu'il s'adapte. Bon, moi c'est mon point de vue, hein, je suis pas forcément... une référence ou quoi que ce soit, mais voilà, moi je trouve ça un petit peu con. Bon, c'est ma façon de penser. Sur le Vidéopack Plus, bah, il y a encore moins de jeux que sur le Vidéopack, je crois qu'il n'y en a qu'une vingtaine, un truc comme ça, officiellement, hein, puisqu'après du coup il y a les Joe Pack qui sont sortis. Alors Joe Pack, c'est pas une console, c'est vraiment juste un fabricant de jeux qui était valable sur Vidéopack et Vidéopack Plus. Alors j'en ai quelques-uns, je pourrais vous montrer ça, mais bon déjà la vidéo sera certainement déjà bien assez longue. On va passer sur ceci, Thomson MO5. Alors là encore, Thomson MO5, c'est pas vraiment de la console, c'est plus proche du micro-ordinateur. Ça a été l'un des supports principaux pour toute une génération de jeunes programmeurs qui ont fait leurs armes là-dessus et qui sont aujourd'hui certainement pour beaucoup de grands programmeurs. Mais c'est vraiment emblématique le MO5 hein, de cette époque-là. Donc là on est en 1984. Il y a son évolution après, hein, le MO6, alors ça aussi ça pèse pas possible. Alors là avec un lecteur cassette celui-ci, hein, il y a plusieurs modèles, hein, d'ailleurs le MO5 s'appelle aussi le T05 et le T07, après derrière je l'ai pas, enfin je l'avais, mais j'ai pas réussi à le retrouver, peu importe. Bref, donc voilà, ça c'est quelques années après, je crois que le MO6 de mémoire ça va être 1986 ou quelque chose comme ça. Et voilà, en général ces consoles, micro-ordinateurs, peu importe, étaient vendus avec des bouquins directement pour apprendre le langage basique. C'était vraiment la norme de l'époque et il fallait connaître le basique quand on avait ces machines-là, parce que de toute façon, sinon on ne pouvait pas vraiment s'en servir. Alors, MO5, pour moi, ça évoque quelque chose de particulier et peut-être pour nombre d'entre vous aussi, je vous invite à vous abonner à leur page. Si ce n'est pas déjà fait, il y a une association en France qui s'appelle l'association MO5 qui récupère donc, tout un tas de vieilles machines comme ça, et qui récupère et puis qui surtout les fait connaître, c'est surtout ça qui est le plus important. C'est une très grosse association, peut-être même l'une des plus grosses à l'heure actuelle, qui se focalise pour devenir plus ou moins un musée complet du jeu vidéo et même, on va dire, de l'informatique de manière générale, pour éviter que justement toutes ces choses se perdent. Alors voilà, il y a des petits collectionneurs comme moi, je suis un branleur à côté de ce qu'ils ont hein, en stock, ils reçoivent des dons assez fréquents, mais des petits collectionneurs comme moi qui justement voilà, ont encore certaines de ces machines et qui du coup continuent de les exposer pour qu'elles ne meurent pas et surtout qu'elles ne soient pas oubliées. Mais voilà, l'association MO5, ils font vraiment un très gros travail de conservation et voilà, il faut les soutenir parce que ce serait quand même dommage si tout ça se perdait. Alors voilà, cette vidéo est terminée, puisque je crois qu'en console de seconde génération, ça doit être tout ce qui doit me rester à peu près, ou alors si j'en ai d'autres, je sais pas où elles sont. Voilà, j'en ai tellement que je sais plus où c'est, dans quel carton, ni quoi que ce soit, c'est même certainement certaines qui ont disparu, bon, je suis même pas rendu compte, bref, peu importe. Donc on fera d'autres vidéos, parce qu'après, bien sûr, j'en ai d'autres sur la 3e génération, 4e génération, 5e génération, et ainsi de suite, mais là je crois que ça doit être les seuls qui doivent me rester de cette époque-là. Bon, sans compter les doubles, hein, bien sûr. Mais voilà, donc on va s'arrêter là. Moi, voilà, c'était un petit clin d'œil pour vous parler un petit peu de ces vieilleries, de ces antiquités, qui, je pense, pour les plus jeunes d'entre vous, ça doit être la préhistoire. Hein. Ils ont certainement l'impression, quand ils voient ce genre de choses, qu'on n'a jamais pu survivre avec ça à l'époque. Et pourtant, putain, si, on s'est éclaté, quoi.